Chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, maintenant tout marche bien, nous pouvons commencer. C'est dans le cadre de l'équipe de droit international européen et comparé, et plus précisément d'un de ces 4 centres, le CREDIP, le Centre de recherche en droit international privé, que se tient cette nouvelle manifestation relative au projet de codification du droit international privé, plus précisément le projet français de code qui a été remis au ministre de la Justice le 31 mars 2022. Nous avons la chance et l'honneur aujourd'hui d'avoir dans cette salle en plus 2 membres du groupe de travail, ici présents, notre collègue en interne Cyril Nourissa, et puis qui a longtemps dirigé le CREDIP, et puis notre collègue Marie-Laure Liboyet, qui, bien entendu, saura remplir la tâche exigeante de présenter les conclusions de la demi-journée, mission pour laquelle nous faisons toute confiance. Vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, il y a déjà eu une saison 1 en mars 2021 à propos de cet important projet de codification. Et là, aujourd'hui, nous entamons la saison 2, dont nous espérons vivement, comme dans les meilleures séries télévisées ou diffusées sur certaines plateformes que je ne ferai pas de publicité, nous espérons vivement donc, que la qualité soit aussi bonne que la première saison. Souvent il y a un petit trou, mais je pense pas que c'est le cas. Je n'ai aucun doute au sujet de la qualité de cette nouvelle saison. Il s'agit donc, vous l'avez vu, d'examiner le projet de codification à l'heure européenne, au regard de l'influence qu'a pu exercer le droit de l'Union et puis aussi des articulations entre les 2 corpus de règles. Et en voyant dans la première partie que va présider Cyril Nourissa la lettre et l'esprit, cela m'a ramené de nombreuses années en arrière, rue des Saints-Pères, leçon 24 heures du concours d'agrégation, d'une main tremblante, je tirais une enveloppe et le sujet était la lettre et l'esprit. Et je crois que mon collègue Fulchiron ici présent avait tiré un sujet qui m'aurait beaucoup moins convenu, je crois que c'était le chiffre, il est parti. Je crois qu'il avait tiré un sujet qui n'aurait pas tellement plu, mais la lettre esprit était un magnifique sujet. Donc, merci à tous les collègues qui ont fait le déplacement à Lyon aujourd'hui pour participer à cette manifestation scientifique qui met en lien le droit international privé et le droit de l'Union. Merci aussi aux nombreux collègues de l'EDIEC et plus précisément du CREDIP qui interviennent aujourd'hui. Et puis enfin, en tant que directrice de l'équipe, je souhaiterais vraiment exprimer plus particulièrement toute ma reconnaissance à Ludovic Payet, ici présent, qui est l'organisateur et la cheville ouvrière de cette demi-journée, mais qui est aussi doté d'un sens profond du service public et d'un infatigable dynamisme. Merci Ludovic. Bon donc stimulant, on l'applaudit. Bon et stimulant après-midi à vous tous, et je me réjouis par avance de vous entendre et de partager vos échanges qui parfairont très certainement mes réflexions. Je laisse la parole immédiatement à Ludovic. Merci Madame la Directrice, merci Frédéric. Résumé des épisodes précédents. La manifestation précédente, Frédéric l'a dit, s'était tenue le 18 mars 2021, à une période où le projet de code n'avait pas encore été publié, sauf en sous-main, dans un cercle restreint. Un groupe de travail avait été constitué depuis plusieurs mois. Il était dirigé par le président Jean-Pierre Ancel et ce groupe de travail était composé d'universitaires, de magistrats, d'avocats, particulièrement compétents évidemment en la matière. Finalement, ce groupe de travail devait remettre sur le métier, même si ce n'était pas le même matériau, remettre sur le métier un projet qui déjà par 3 fois avait été conduit à un échec. On se souviendra du projet Liboyer en 1950, du projet Batifol en 1960 et du projet Foyer en 1967. La première demi-journée d'échange, le premier workshop, comme il faut dire maintenant, même sur les plateformes les mieux achalandées, avait eu pour objet principal, ne pouvant discuter du contenu, avait eu pour objet principal d'interroger l'opportunité et la méthode pour réaliser une codification nationale, tout particulièrement eu égard à cette coloration qui est celle de l'équipe de recherche que tu diriges, Frédéric, cette coloration européenne et à ce mouvement d'européanisation de la matière. Nous avions alors invité Madame Marie-Charlotte Dahl, directrice adjointe des affaires civiles, Maître Cagnard, notaire, Maître Alain Devers, notre collègue, maître de conférence, dont le casting a été reconduit pour cette nouvelle saison, Monsieur Emmanuel Putman, professeur à l'université d'Aix-Marseille, pour confronter leur point de vue, leur regard sur cette codification. À mesure des échanges, les propos s'étaient concentrés sur, non pas sur le primat d'une codification européenne sur une codification nationale, mais plutôt sur le modèle, sur la méthode du code.
Deux points de vue s'étaient principalement exprimés, soit celui d'un code boussole ou d'un code atlas qui fasse état de l'ensemble des sources, par renvoi ou par incorporation, par opposition à un code résiduel ou code interstice qui ne traiterait que des questions laissées hors de leur champ d'application par les instruments européens et internationaux. Depuis, un projet de code de droit international privé, 207 articles, a été remis au garde des Sceaux, tu l'as dit Frédéric, le 31 mars 2022, avec une consultation ouverte, suivant une nouvelle méthode déjà éprouvée, une consultation ouverte jusqu'au 30 novembre prochain. Il vous reste 13 jours pour faire connaître votre sentiment. La question de l'articulation des sources a été résolue par, il me semble, une solution intermédiaire, mais peut-être Cyril voudra préciser ou pourra revenir sur ce point, une clause de renvoi générale et des clauses de renvoi spéciales. C'est ce que nous pouvons lire d'ailleurs dans l'article qu'il a coécrit avec Marie-Laure à la Revue Critique et avec Dominique Foussard sur la méthodologie, en tout cas un article de réflexion méthodologique sur ce projet de code. Toujours est-il que ce deuxième opus, cette deuxième saison demeure justifiée car la publication du projet permet de mener de nouvelles réflexions au regard de son contenu et de contribuer à celle qui est appelée de ses voeux par le ministère de la Justice, dans un délai, toutefois, un délai qui court jusqu'au 30 novembre, dont on peut redire ici, cela a déjà été souligné par ailleurs, qu'il est un délai bien court pour réfléchir à un projet d'une telle ambition. Laisser quelques mois, c'est sans doute guère plus que le temps laissé au groupe de travail pour composer son œuvre, mais cela reste un temps court quand on aurait pu imaginer une réflexion plus longue, des travaux de droit comparé qui auraient permis d'enrichir d'autant plus le projet de code et peut-être de lui donner le style, l'allure d'une méga-production comme a pu l'être la loi fédérale suisse de droit international privé. Alors, tout en reprenant l'intitulé de la précédente manifestation, non pas par manque d'imagination, hein, évidemment, mais par commodité sans doute, ce sont deux questions suscitées à la lecture du projet qui ont été proposées pour structurer cette seconde saison. D'abord, est-ce que le droit international privé de l'Union a influencé les travaux de la codification nationale? Dans sa lettre de mission au groupe de travail, le ministère de la Justice avait émis le souhait que cette codification soit un moyen d'affirmer l'existence des règles françaises au sein des instances de droit international privé, au sein des instances européennes et des instances internationales. Le Code devait donc constituer une vitrine d'un droit international privé à la française, rendre ostensible des choix méthodologiques, des particularismes, notamment en consacrant un certain nombre de règles qui avaient été dégagées par la jurisprudence. Pour autant, il est permis de se demander si une telle œuvre peut demeurer, s'il est souhaitable, s'il est possible de la conserver étanche à l'œuvre européenne dont les apports, ou les lacunes d'ailleurs, ont pu susciter adhésion et réaction dans le droit national. Alors, sans se limiter évidemment à ces quelques éléments liminaires qui ne sont qu'un point de départ des réflexions, eh bien, ce sont Sandrine Clavel, professeure à l'Université Paris-Saclay, et Yves Elage qui ont accepté d'abord de discuter de l'esprit de la codification. Ce sont ensuite Maxime Barba, professeur à l'Université de Grenoble, et Marie-Élodie Ancel, professeure à l'Université Paris 2, qui ont accepté d'aborder la lettre avec cette difficulté qu'ils ont immédiatement pointée à la puissance qui les invitait, que la lettre et l'esprit sont difficilement dissociables, bien évidemment. La seconde question revient sur l'articulation des corpus français et européens dans le projet de codification. La question demeure, elle ne peut qu'être approfondie à la lecture du projet. Il est désormais permis de juger sur pièce les choix qui ont été opérés par le groupe de travail, si ce n'est d'en juger, d'en discuter, et de mieux mesurer à la fois la difficulté, le travail minutieux qui a pu être le sien. Et à cet égard, eh bien, je remercie Jérémy Eman, professeur de notre université, Fabienne Jo, professeur à l'Université Paris-Saclay également, qui ont accepté d'analyser la complémentarité des deux corpus. Et enfin, Alain Devers, je l'ai dit, reconduit dans son rôle, et Étienne Farnoul, professeur à l'Université de Strasbourg, d'avoir accepté d'interroger la cohérence des deux corpus. Alors ces travaux, cet après-midi, se tient en la présence de grands témoins, l'on pourrait dire. Ils ont déjà été nommés par Frédéric. D'abord, notre collègue maison, Cyril Brissa, que je remercie, puisque c'est lui qui a adoubé ce projet d'après-midi de saison 2. C'est même lui qui a
mi-saison 2, pour être honnête, hein, c'était son idée et non pas la mienne. Et donc les droits te seront reversés, évidemment, les royalties te seront reversés. Et puis je remercie Marie-Laure Niboyer, que j'ai le plaisir de retrouver ici, après qu'elle a été ma présidente de jury de soutenance et qui a accepté de conclure ses travaux. Et je sais que son regard, à la fois sur le groupe de travail et sur les réflexions de la journée, ne manqueront pas d'alimenter nos réflexions respectives. Et puis, si dans le précédent casting, le ministère avait été associé, je dois dire que cet après-midi, nous avons 2 représentants du ministère, du département de l'entraide de la DACS, qui assistent à ces journées, et je ne doute pas que les réflexions menées ici trouveront peut-être un écho auprès du ministère, au-delà des consultations que nous sommes priés de lui remettre. Je déclare donc que cette séance de travaux ouverte.